Bonjour, vous écoutez bien la confiture confinée. Comme depuis 3 ou 4 épisodes maintenant, de toute façon le temps n'existe plus. Nous ne sommes plus vraiment l'un en face de l'autre, mais chacun devant notre ordinateur. Mais c'est pas une raison pour ne pas apprendre des trucs et ne pas vous les transmettre à notre façon, car n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. À un moment, faut bien que ça sorte du pot. Exact, j'ai oublié de nous présenter. Je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Pas de souci. De toute façon, je pensais que les gens nous connaissaient. Donc bonjour Sébastien. Bonjour. Et donc de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume ? Alors aujourd'hui, on va parler de journalisme d'investigation et ensuite on va parler de grand nombre. Tout à fait. Et donc c'est toi qui commences en nous parlant de journalisme d'investigation. Voilà, je vais vous parler en fait de l'histoire de John Howard Griffin. Alors John Howard Griffin, que vous connaissez sûrement. Oui, enfin Griffin, il y en a beaucoup quoi. Oui, donc je vous apprends pas grand-chose en vous disant qu'il est né à Dallas en 1920. Non, effectivement. Dallas 1920, il naît dans une famille de classe moyenne, chrétienne, conservatrice, enfin bref, le Texas des années 20. Ses parents sont quand même un petit peu plus ouverts que la moyenne sur la question de l'égalité entre blancs et noirs, même si, bon, il a jamais questionné quand il était jeune le fait que les blancs et les noirs sont des gens différents. Et notamment, ne pisse pas dans la même toilette chez lui. Bah exactement, on est quand même toujours sous le régime de la ségrégation. Il a quand même un souvenir marquant, c'est que un jour il va employer un mot raciste et son grand-père va le battre en lui disant qu'il ne doit plus jamais employer cette épithète-là pour qualifier les Noirs. Ah, donc un grand-père même beaucoup plus ouvert que la moyenne pour l'époque. Oui, ah oui, un grand-père qui va lui inculquer quand même que même si c'est des gens différents, c'est pas parce qu'ils sont différents qu'on ne doit pas les respecter. Pas mal. C'est un premier pas en avant. Ouais. Comme gamin, il est plutôt doué en fait. Il a l'oreille absolue, il a une mémoire photographique, Ouais, ça va. et il a une très grande curiosité. Ce qui fait que c'est plutôt un bon élève, en soi. Ouais, il part avec des avantages, quoi, par rapport aux autres. Exactement, il part avec un bon code génétique, et ce qui va faire que à 15 ans, en fait, il va gagner une bourse pour aller faire des études en internat en France. Ah ouais, à l'époque... Ouais, à l'époque, en 1935, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais toujours est-il qu'il va arriver en France, et là, justement, la question des relations raciales devient complètement différente. Enfin, lui, il est exposé à des blancs et des noirs qui mangent ensemble dans les mêmes cafés, et en fait, ça l'interroge parce que jusqu'ici, pour lui, la ségrégation, c'était naturel. Il s'était jamais vraiment posé la question. Ça veut dire qu'il était jamais sorti du Texas aussi avant, parce que la ségrégation, c'est surtout dans les États du Sud. Au Nord, il n'y a pas de ségrégation officielle, quoi. Non. Je sais pas à quel point il était sorti des États du Sud. Maintenant, effectivement, la France, c'est quand même, à l'époque, une relation différente, même dans le Nord. Hein. Même dans le Nord, il y a quand même s'il n'y a pas une ségrégation officielle, Oui, il y a quand même une petite ségrégation de fait. Il y a un racisme latent. Voilà. Il se plaît bien en France, il va rester, il va commencer à étudier la psychiatrie, sauf que, en France, en 1939, il y a un petit événement qui va venir le perturber. En gros, la Seconde Guerre mondiale. Oui, bon, c'est vrai que quand tu fais tes études, ça peut poser des problèmes. Voilà. Mais lui, il reste. Et même mieux que rester, il va finalement rejoindre la résistance. Ah ouais, Il va faire passer des enfants juifs en Angleterre. pas mal. Ce qui lui vaut d'être mis sur une liste de la Gestapo. En gros, ça chauffe un peu pour son cul. Il est gentil, il aime bien la France. Mais finalement, en 41, il va retourner au Texas. Ouais, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, quand t'as la Gestapo au cul, tu te dis, bon, le Texas, ok, il y a la ségrégation, ok, il fait peut-être un peu plus chaud, mais bon, c'est pas mal quand même. Mais il y a moins d'Allemands, donc finalement... L'un dans l'autre, on y gagne peut-être. Au Texas, il va quand même rester dans l'armée américaine, et dans l'armée américaine, il va être envoyé dans les îles Salomon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans les îles Salomon ? En fait, son job, ça va être d'étudier les tribus locales et de jauger leur intérêt pour l'effort de guerre américain. Alors rappelle-moi les îles Salomon, je situe pas très bien. Alors, les îles Salomon, c'est des îles du Pacifique. D'accord. Voilà, donc il va s'imprégner dans la jungle. Sur les îles Salomon, il va apprendre les langues locales, il va s'intéresser à la vie dans la jungle, comment les tribus s'y sont adaptées. Donc il va devenir un petit peu une sorte d'ethnologue. Mais il ressent toujours, en tout cas c'est ce qu'il dit, une sorte de supériorité culturelle.
Même si les indigènes locaux ont une autre culture qui est intéressante, machin, il continue, lui, à se dire notre culture, à nous, les Américains, est supérieure à la leur. Ouais, donc il est ouvert, mais il reste américain, quoi. Voilà. La guerre va prendre un tour pas terrible pour lui, il va être touché par un shrapnel d'obus, et il va devenir aveugle. Ah, parce que il y a la guerre aux îles Salomon? Dans le Pacifique, oui. Alors, je sais pas s'il est touché aux îles Salomon ou ailleurs dans son déploiement, mais en tout cas, il va subir des tirs d'obus et il va devenir aveugle. Ce qui est pas très cool. Non. Donc, Surtout il rentre. quand tu vis dans la jungle. Ouais. Bon, du coup, la guerre, c'est fini pour lui. Hein. Ouais. Il va rentrer aux États-Unis. Là, il va s'intéresser à l'histoire de la musique. Donc, il va donner des cours là-dessus. Il va s'intéresser notamment au chant grégorien. Mm-hmm. Il va se marier. Il va avoir son premier enfant. Il en aura 4 en tout. Et il va écrire 2 romans. Ok. 1955, paf, malaria. C'est marrant Donc, parce qu'il a bien commencé côté chance, et puis ça se dégrade hein, quand même. C'est-à-dire que là, maintenant, il est aveugle et tétraplégique. Ouais, c'est bien ce que je dis, ça se dégrade bien. Ça se dégrade pas mal, mais en fait, petit à petit, il va se remettre de la malaria, il va réapprendre à marcher, et un jour qu'il est en train d'apprendre à marcher et qu'il fait des exercices dans son jardin, il va avoir une lumière rouge qui va le frapper. Mm-hmm. Pour lui, c'est un peu étrange parce que il est aveugle. Donc, Oui. d'où vient cette lumière rouge, il sait pas. Mais en tout cas, sa vue va commencer à guérir sans aucune raison. On ne sait pas pourquoi sa vue guérit. Ah ouais. Donc, retournement de situation, paf, il est de nouveau valide et il peut voir à nouveau. Genre, il a eu une deuxième vie, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, allez, reset. On repart à la sauvegarde précédente et tu vas reprendre ta vie en quasi pleine possession de tes moyens. Ce qui est cool, parce que j'étais en train de me dire que quand tu as une mémoire photographique et que tu es aveugle, c'est un peu du gâchis, quoi. Effectivement, c'est un peu de la confiture au cochon. En 59, il est toujours donc dans son Texas natal et la ségrégation va lui paraître de plus en plus absurde. Il arrive de moins en moins à comprendre cette séparation et cette méfiance raciale. Et donc là, il se dit, je vais faire une expérience. Il va voir son médecin, enfin en tout cas, il va voir un dermato plutôt, qui va lui donner des médicaments qui sont utilisés contre le vitiligo. Donc le vitiligo, c'est des dépigmentations locales de la peau. C'est des taches blanches, en gros, ouais, comme sur le corps. Il y a une mannequin connue. Exactement. Donc il va prendre ses médicaments contre le vitiligo, il va se soumettre à des séances d'UV, il va rajouter un petit peu de cirage par-dessus, se raser, bref, il se fait une superbe blackface. Ah ouais. Mais il se fait une blackface, aidé par la science, quoi. Aidé par la science, voilà. C'est pas Antoine Griezmann, il va plus loin que ça. Et apparemment, c'est une blackface qui est complètement réussie dans le sens où il va réussir à berner à peu près tout le monde. Mm-hmm. Donc, il fait sa blackface et selon ses mots, c'est là que commence son cauchemar. Donc, son idée, c'est de voir, en fait, qu'est-ce que c'est que de vivre comme un noir aux États-Unis. Ouais. Alors, il y a des choses un peu triviales, hein, mais par exemple, il peut plus aller dans ses restos préférés. Ah ouais, parce qu'ils sont interdits aux coloreds, comme on dit. Exactement, parce qu'ils sont interdits aux gens de couleur. Il se rend compte aussi que maintenant, quand il sort, il a besoin de planifier ses sorties. Parce que il peut pas se rafraîchir à n'importe quelle fontaine. S'il a besoin de boire, il faut qu'il ait prévu. S'il a besoin d'aller aux toilettes, il faut qu'il ait prévu aussi. Ah ouais. Et au Texas, t'as souvent besoin de boire. C'est ça. Et quand tu bois beaucoup, finalement, tu vas beaucoup aux toilettes. Il va se rendre compte que il y a en gros 2 réactions possibles qu'il suscite. Alors, il y a une petite minorité qui va l'aborder de façon très polie. Alors déjà en le félicitant sur son éducation et son élocution et son niveau de langue. Et qui va lui poser très poliment des questions, la grande majorité orientées sur sa sexualité, sur la sexualité des Noirs et sur où est-ce qu'on peut trouver des filles noires, globalement. Parce que c'est bien connu, tous les Noirs connaissent des prostituées. Oui, ou des filles. Enfin, en tout cas, il y a une sorte de questionnement sur la sexualité des Noirs de la part des Blancs qu'ils rencontrent. Bon, ça, c'est le côté un peu rigolo du truc, parce que l'autre réaction, c'est quand même ce qu'il va décrire comme un regard de haine qui va le marquer profondément. Ouais. Et en gros, il va attendre « on veut pas de vous ouais. ». T'es pas le bienvenu ici.
dégage. Donc, il va se balader, lui, d'Alabama jusqu'à Atlanta, en Géorgie, et il va parler aux Noirs qu'il rencontre pour se faire, en fait, pour comprendre et s'immerger dans la culture. Et ce qu'il va se rendre compte, notamment, c'est qu'il y a une sorte de honte, de détestation de soi, en fait, de la part des Noirs à qui il parle. Alors, pas tous, mais une partie d'entre eux. Dans un bus, il va entendre un Noir lui dire « je nouais ». Comment ça? Il va dire... Ah ouais, pardon, excuse-moi. Oui, je nouais. Donc en parlant de lui-même et des autres Noirs, donc c'est pas lui qui le dit, hein, c'est ce qu'il entend. Et en fait, c'est assez étrange aussi pour lui, cette détestation internalisée, parce que ça tranche un peu avec l'avis général qu'ont les Blancs, notamment les Blancs du Sud, sur les Noirs. En se disant, ok, on est séparés, tout ça, mais finalement, tout le monde est content. Oui, ouais, c'est l'oncle Tom qui est gentil, qui sourit et qui fait de la musique, quoi. Ouais, c'est ça. Et de dire, bon, bah, chacun vit dans son coin, et de leur côté, bah, ils sont très contents. En fait, lui, clairement, ce qu'il dit, c'est que non. Ouais. Et c'est pas très étonnant. Il va s'en ressentir toute cette haine, en fait, à la fois des Blancs et des Noirs, et au bout d'un mois, il en peut plus. Il va arrêter l'expérience, il va arrêter ses médicaments, il va se racler la peau, et se réfugier dans un monastère. Dans l'endroit le plus blanc possible. Bah, l'endroit surtout où il voit le moins de gens possible. Ouais, c'est vrai. Donc, il se réfugie là-bas, et en sortant, il va faire une expérience un peu bizarre, c'est qu'il va aller à Montgomery. Donc, Montgomery, c'est la capitale de l'Alabama. C'est pas l'endroit le plus ouvert au monde, hein. Non, a priori, l'Alabama, bon. L'Alabama, en 1950-60, c'est bon. Il y a des endroits un peu plus sympas. Mais en fait, ce qui va le choquer, c'est qu'en arrivant à Montgomery, en tant que blanc cette fois, ben, il va ressentir une sorte de miroir des réactions qu'il avait avant. C'est-à-dire que quand il était noir à Montgomery, il était rejeté par les blancs. Et là, du coup, il se retrouve rejeté par la communauté noire. Ouais, c'est un peu logique. C'est un peu logique, mais il se rend compte de toute cette haine cette haine, c'est cette séparation qui est plus que juste une séparation d'habitude. Et ça le touche aussi beaucoup. Et donc, il va écrire son récit, comme il l'avait prévu depuis à peu près le départ de son expérience, pour un magazine qui s'appelle le magazine Sepia. Donc, c'est un magazine qui est pratiquement que à destination des Noirs. D'accord. Il va commencer à écrire ses articles, mais il y a des leaks, il y a des fuites. C'est-à-dire? C'est-à-dire que des reporters vont apprendre qu'il y a un blanc qui a fait cette expérience et qui est en train de la raconter. Et donc, il va se retrouver interviewé pour le Time, pour CBS. Bref, son histoire commence à toucher le grand public. Les gens commencent à savoir ce qui s'est passé. Et là, il va recevoir une réaction très accueillante et pleine de bienveillance de la communauté blanche du Sud. C'est-à-dire que à côté de chez lui, il va voir son effigie qui est pendue. Il va recevoir des menaces de mort, des menaces de castration aussi. Oui, parce que c'est marrant comme ça revient toujours à la sexualité. Hein. Il y a un truc. Il y a un truc. Et ça va le pousser à émigrer avec sa famille au Mexique. Il est tellement pourchassé que finalement, pour mettre sa famille à l'abri, hors de danger, il va partir au Mexique. Ce qui est amusant, c'est qu'il va même pas dans les États du Nord. Il va au Mexique. Il change de pays, quoi. Il change de pays, exactement. En octobre 61, va paraître le recueil de ses articles qui s'appelle Black Like Me. Ouais. Donc, en français, Dans la peau d'un noir. Ça va être un succès qui est à la fois un succès de lecteur, mais aussi un succès critique. Le bouquin va être quand même traduit en 14 langues. On va faire un film adapté de ça. Et Griffin, à travers ce bouquin, va devenir une sorte de porte-parole blanc des Noirs. Ouais. Mais c'est un rôle avec lequel il n'est pas hyper à l'aise. Parce que, finalement, lui, ce qu'il dit, c'est rien de plus que ce que disent les Noirs depuis très longtemps. Quand il va se balader, il va devenir un peu un sorte d'orateur public. Enfin, il va se balader un peu dans les États-Unis, notamment dans les États du Sud, pour raconter son expérience et essayer de témoigner, essayer de faire en sorte que les gens comprennent ce qu'il a vécu. Ouais. Et finalement, c'est un peu étrange pour lui parce que il ne fait que dire ce que des leaders noirs
de l'époque disent. Ouais, donc en fait, quand il parle devant une assemblée à majorité noire, il leur raconte des trucs que les mecs savent, quoi. Que les mecs savent, que les mecs disent, Ouais. mais que personne n'écoute parce qu'ils sont noirs. Ouais. Et finalement, il y a une sorte d'ironie du fait que lui peut porter cette parole parce qu'il est blanc. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est un peu étrange pour lui. C'est toujours cette histoire de ségrégation. Il va quand même devenir ami avec plusieurs leaders noirs, dont Martin Luther King. En 64, il va être presque battu à mort par le Ku Klux Klan. Ah, je me disais que t'en avais pas encore parlé. Ils n'avaient pas encore montré la pointe de leur capuche. Non, bah écoute, ils sont pas fans. Bizarrement. Ils sont pas fans, bizarrement. Lui, il a envie de dépasser ce bouquin. Hein. Il a envie de faire autre chose. Par exemple, il va se lancer dans la biographie d'un moine en allant vivre dans sa cellule et tout ça. Mais il va jamais réussir à devenir quelqu'un d'autre que l'auteur de Black Like Me. Il va mourir en 1980. Son livre, ça reste un livre qui est très intéressant d'un point de vue historique, mais il est un peu controversé de la même façon que ses discours, finalement. Parce que aujourd'hui, t'as un certain courant de la pensée afro-américaine qui dit, attention, ce bouquin, ça reste un blanc. Et c'est pas un blanc d'être le porte-parole de notre culture, de notre histoire et de ce qu'on a vécu. Ouais, c'est un peu comme le mansplaining qui a été pris par les féministes, c'est du whitesplaining presque. Presque. C'est presque ça dans le sens où il y a quand même eu un effort d'immersion. C'est pas moi je suis blanc, j'ai aucune idée de ce que tu as vécu, mais je vais te l'expliquer. Il a une toute petite idée. Ouais, il a une fenêtre d'observation. Voilà, mais ça reste quand même quelque chose de très limité. Oui, et puis d'un petit peu... Alors, j'allais dire anecdotique, c'est pas le bon mot, mais c'est pas une étude sociologique, quoi. Il n'a passé qu'un mois dans la peau d'un noir et il n'a vu que les gens qu'il a rencontrés. C'est pas systématique, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment que de l'anecdotique. Enfin, il n'y a pas non plus de statistiques, enfin, d'études plus globales, quoi. Ouais. Donc, mais je trouvais ça intéressant. Je trouvais que finalement l'idée était intéressante, la façon dont il s'était projeté aussi, parce qu'il a quand même pris des médocs qui, j'imagine, sont pas hyper bons pour la santé. Oui, ça doit avoir quelques effets secondaires. Et que malgré le fait que ça va finalement son histoire soit aujourd'hui un petit peu controversée, ça reste une belle fenêtre vers l'Amérique de cette époque. Ça, je l'ai pas lu, hein. Mais non, mais c'est controversé de nos jours, mais je pense que ça a dû avoir son importance rien que pour donner aux leaders noirs de l'époque du crédit auprès des blancs et même des blancs les plus ouverts d'esprit, quoi. Oui. Oui, je pense que ça a donné du crédit. Je pense que justement, c'est très bien que les Afro-Américains aient dépassé ce besoin-là et que maintenant ils en aient plus besoin et qu'ils peuvent aller porter leurs propres paroles eux-mêmes. Mais je trouve que l'initiative était louable. Ouais, à l'époque. Puis à l'époque, il prend des risques en fait parce qu'il aurait pu se faire lyncher bêtement. Il aurait pu se faire lyncher pendant qu'il faisait son truc, enfin pendant qu'il était en immersion, mais aussi après. Oui, la preuve puisque le Ku Klux Klan donc lui a pété les genoux. Oui, c'est ça. Enfin, ils l'ont vraiment laissé pour mort dans une ruelle sombre. Sympa le Ku Klux Klan. Exactement. Mais le Ku Klux Klan porte un masque, qui est important dans cette période de confinement. C'est vrai. Mais comme maintenant les néo-nazis aux États-Unis, ils ont plus besoin de se cacher, ils portent plus de masque. Oui, effectivement. Parce que porter un masque, c'est céder à la panique chinoise. Voilà. Il faut surtout pas céder à la panique chinoise. Non, exactement. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'il y a plein de choses maintenant que les militants, alors féministes, indigénistes, comme on dit maintenant en France, ou intersectionnels, qui se battent justement pour dire qu'il n'y a que les gens qui subissent un racisme, une oppression, une discrimination, qui peuvent en parler de façon, précise, éclairée, ouais. Et que tous les mâles blancs qui pontifient sur les plateaux de télé, en fait, ne peuvent pas savoir puisqu'ils ne font pas partie d'une classe ou d'une
catégorie sociale discriminée. Oui, exactement. Alors, je pense qu'il y a du pour et du contre dans cette façon de voir les choses. Oui, il faut pas être extrémiste de toute façon. De tous les... Exactement. C'est tant qu'on reste modéré, je peux comprendre cette opinion. Même si parfois, en tant que mâle blanc, on se sent affreusement discriminé, Ah ouais, carrément. ça nous permet de réévaluer nos privilèges, comme on dit. Ouais. Non, mais je connaissais pas du tout. Très bien. Eh ben, tant mieux que ça te plaise. Ben non, mais enfin, ça me plaît de découvrir des choses, comme d'habitude. C'est pour ça qu'on est là, quoi. Ça t'a plu 1, 2, 1 million, 10 millions? Ça, sur une échelle de 1 à 1 milliard, ça t'a plu de combien? Bon, alors justement, puisqu'on parle d'échelle et de grand nombre, on va parler de grand nombre. Ah, transition et tout. Oh, Non, parce qu'en fait, il y a... Donc là, on est en plein confinement, hein, donc je suis forcément 24 heures sur 24 avec ma copine. Mais ça fait quand même 3 ans et demi que je la travaille un petit peu au corps pour la convertir à la saine détestation des milliardaires. Et ça commence à marcher, surtout en ce moment là, parce que les milliardaires américains ne sont pas, comment dire, la catégorie des Américains qui réagit le mieux par rapport à cette crise. non, je sais pas si ce sont les pires, hein, mais... Peut-être pas, mais il y en a un en tout cas qui réagit plutôt assez mal, un ou deux même d'ailleurs. Oui. Si t'as vu ce qu'a fait Elon Musk il y a pas longtemps, c'était assez marrant. Bah, il s'est tiré une balle dans le pied. Oui, on peut dire ça. Enfin, je sais pas, mais... Peut-être Donc, pas. juste pour situer, Elon Musk s'est plaint sur Twitter que le cours de l'action Tesla était trop haut, ce qui a entraîné une chute du cours de l'action. De 14 milliards. Bref, toujours est-il, l'autre jour, quand on était en train de maudire Jeff Bezos dans le lit conjugal, hein, comme tout couple le fait de manière raisonnée. C'est ce qu'on appelle les préliminaires. Voilà. Et je lui ai remarqué qu'en français, un billionnaire, parce que donc on aura compris que ma copine est américaine, en français, un billionnaire serait beaucoup plus riche que Jeff Bezos. Parce que, en français, un billion, c'est 1000 fois 1 milliard. C'est 1000 milliards. D'accord. Et pas 1 milliard. Et pas 1 milliard. En anglais, billion veut dire milliard. Mais en français, billion est aussi un mot qui veut dire donc 10 puissance 12, puisque milliard, c'est 10 puissance 9. Et un billard, du coup? Un billard, c'est un jeu. Mais un billiard, on en parlera plus tard. D'accord. Mais 10 puissance 12 en anglais, c'est aussi un mot. C'est trillion. La dette américaine, par exemple, s'élève en ce moment à un peu plus de 20 trillions de dollars. Donc 20 000 milliards de dollars quand on parle en français. Un trillion, donc en anglais, c'est 10 puissance 12, mais c'est aussi un mot en français. En français, un trillion, ça vaut 10 puissance 18. Donc on a 1 million de fois plus. C'est ça. Donc on a compris qu'il y a une différence d'échelle entre les deux, entre le français et l'anglais pour les mêmes mots. Parce que donc on a bien rigolé avec ma copine, hein, voilà, super. Et puis je me suis posé les questions, mais parce que c'est quand même, ça a l'air un petit peu con comme ça. En fait, c'est ce que une mathématicienne française, une certaine Geneviève Guittel, a appelé l'échelle longue et l'échelle courte. Elle a nommé ça en 1975. Et c'est intéressant que ce soit une Française qui ait nommé ça, parce que c'est à cause des Françaises, bordel. Ouais. Donc... Bah oui, parce qu'en fait, million, billion, trillion, quadrillion, tu peux comprendre la logique. Bah, le milliard, tu vois, passer de million à milliard, Bah, tu vas voir d'où vient la logique. Parce que c'est pas si simple que ça. Alors du coup, bon, un peu d'histoire. En fait, le mot million, il est pas si vieux que ça. Le mot million, il apparaît aux alentours du XIIIe siècle. À Byzance d'abord, et puis au XIVe siècle, il est imprimé dans un poème anglais. Bon, il est sûrement utilisé depuis un petit peu avant, hein, parce qu'il est imprimé à ce moment-là, mais on suppose qu'il a été créé un peu avant. Et il a été créé de toutes pièces, parce qu'on a besoin d'un mot pour dire 1000 milliers. Avant, on dit 1000 milliers. Bon, ceci dit, on le dit pas beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup de raisons de compter jusque-là. Les pays, non? La population des pays, peut-être? Oui, on commence à avoir des pays entiers qui ont plusieurs millions d'habitants, mais il n'y a pas de ville, par exemple, d'1 million d'habitants à l'époque. La première ville qui fait 1 million d'habitants, c'est... Pas en Europe. Paris ou Londres. Pas en Europe. Oui. Parce que, en fait, c'est en Europe qu'on a ces problèmes de millions. Parce qu'en Égypte ancienne, par exemple, il y a un hiéroglyphe pour dire million. Donc il y a un mot qui veut dire million. D'accord. Et on peut le comprendre parce que donc en Égypte ancienne, déjà, il y a Alexandrie qui a atteint le million d'habitants. Mais surtout, bien avant,
pour construire la pyramide de Khéops, on évalue qu'il a fallu 2,3 millions de blocs de pierre. Oui, donc il a fallu les compter à un moment. Voilà. Pareil, en Inde, ça fait quelques siècles, enfin, au moins depuis le 6e ou 7e siècle après Jésus-Christ, ils ont des mots pour 1 million, 1 milliard, 10 milliards, etc., jusqu'à 10 puissance 15, je crois, ou plus. Ils ont des mots pour chaque puissance de 10, en sanskrit. D'accord. Alors, en partie parce qu'ils ont des mathématiciens qui font de l'astronomie, et que quand tu fais de l'astronomie, tu te mets vite à compter en milliards. Ouais, Bon. mais les Grecs aussi. Oui, mais ils comptaient pas forcément. D'accord. C'est juste que les sanskrits, les Indiens, ils mettaient en sanskrit, ils écrivaient tous ces chiffres. Il faut qu'ils comptent leurs dieux aussi. C'est ce que j'allais dire. C'est peut-être pour ça qu'ils avaient aussi déjà des grands nombres. Bref, au XIIIe siècle, donc, on n'a pas de mot pour dire million en Europe, et même un petit peu avant, au début du Moyen-Âge, en anglais, on n'a même pas de mot pour dire 1000. Thousand, en anglais, en fait, ça veut dire, étymologiquement, une forte centaine. D'accord. Parce que, faut croire qu'ils n'avaient pas beaucoup d'occasions de compter jusqu'à 1000 même, au début du Moyen-Âge, quoi. Bon, mais qu'est-ce qui change au XIIIe siècle? C'est les croisades, et notamment les Italiens, qui se mettent à créer des banques, et on a parlé de Venise, par exemple, qui commence à accumuler énormément d'argent à ce moment-là, et qui donc a besoin d'un mot pour compter, pour que ça aille plus vite, quoi. Oui, parce que dire des milliers de milliers, ça commence à devenir fatigant. Voilà, c'est un peu chiant au bout d'un moment. Et donc, on crée un mot en italien, 1000, ça se dit mille, et on y ajoute, donc million, c'est millionné en italien, on y ajoute one, qui est un suffixe augmentatif. D'accord. Bon, voilà, on en avait besoin, on a créé un mot, ça arrive régulièrement, si vous connaissez des linguistes, ils vous expliqueront ça mieux que moi. En fait, le mot million, il se transmet de l'Italie dans toute l'Europe, et dans toutes les langues européennes, c'est plus ou moins la même chose, hein, millionné, million, millionne, donc en français, en anglais, en allemand, Millionnaise? en espagnol. Je sais pas. Si, mais en fait, en turc, en arabe, en fait, c'est un des mots comme taxi qui est le même presque partout. D'accord. Sauf donc en Inde, par exemple, puisqu'ils avaient déjà des mots pour million. Bon, ok, super. On compte jusqu'à 1 million. On a des mecs qui commencent à faire fortune en Italie. C'est cool. Et puis, en 1475, Jehan Adam, un mathématicien français, qui fait de l'arithmétique. Donc, il s'intéresse au grand nombre et il crée les mots bimillion et trimillion, qui valent respectivement 10 puissance 12 et 10 puissance 18. Ça marche pas très bien hein, sur la langue, le bimillion. Non. Et d'ailleurs, en 1484, donc 9 ans plus tard, Nicolas Chuquet, qui est aussi un mathématicien français, lui va transformer ça en billion, trillion, quadrillion, etc. Qui correspondent respectivement à 10 puissance 12, 10 puissance 18, 10 puissance 24. En fait, pourquoi billion? C'est million au carré. Donc, oui. Enfin voilà, 2. Enfin, c'est un million de millions, quoi. Oui, c'est un million de millions, mais en fait, le préfixe devant, bi, tri, quadri, oui, correspond à la puissance de million. D'accord. Un trillion, c'est 1 million au cube, un quadrillion, etc. Bon, Chuquet, il sera pas publié en 1484, en fait, c'est en 1520, un de ses élèves, Étienne de la Roche, qui va reprendre les mots billion, trillion, quadrillion, qui va un petit peu changer l'orthographe pour faire genre, c'est lui qui a inventé le truc, mais enfin voilà. Avec un Y? Bah non, en fait, il a enlevé le Y, parce que l'autre avait mis le Y. Chuquet... Au lieu du double L, tu sais, B-I-Y-O-N, c'est le billon. Non, c'est vraiment, avant c'était avec un Y, et il a enlevé le Y. D'accord. Il a remplacé le Y par un I. Chuquet sera publié en 1881, on va en reparler. Donc bref, Étienne de la Roche... Lui, il est écrit en 1520 et il est publié en 1880? Même pas, il est écrit en 1484, parce que c'est Nicolas Chuquet. 1520, c'est son élève. D'accord, et c'est publié 300 ans plus tard? 400 ans plus tard, ouais. Ah oui. Gutenberg, il a mis du temps, quoi. Non, mais en fait, ses papiers, son manuscrit traîne quelque part, mais il est jamais vraiment publié, quoi. Jusqu'à ce qu'on le retrouve, au 19e siècle. On continue, en 1532, donc tu vois, tout ça, ça se fait à peu près à la même période, hein, début du XVIe siècle. Guillaume Budet, toujours français, toujours mathématicien, utilise a priori pour la première fois le mot milliard. Il dit, je cite, qu'un milliard, c'est 10 myriades de myriades, c'est-à-dire 1 million de millions. D'accord. Donc, si on prend 1 million de millions, son milliard, il vaut 10 puissance 12, sauf que myriade, c'est un mot grec. Oui. En grec, myriade, ça veut dire 10 000. Donc 10 myriades de myriades, ça fait 10 puissance 9. Un milliard comme nous on le connaît.
Donc, soit Guillaume Budet, il est nul en maths, ce qui est possible, soit dans sa tête, myriade, ça veut pas dire 10 000, ça veut dire beaucoup. D'accord, c'est beaucoup de beaucoup. Voilà, il s'est dit beaucoup de beaucoup, bah, ça doit être 1 million de millions, puisque de toute façon, million, c'est déjà un gros millier, donc beaucoup de milliers. Mais, à cause de Guillaume Budet, il y a un petit peu une indécision sur qu'est-ce que veut dire milliard. Et en 1549, Jacques Pelletier va utiliser milliard pour 10 puissance 12. Donc, comme nous. Non, pas comme nous. Nous, milliard, c'est 10 puissance 9. Ah oui, c'est vrai. 10 puissance 9, exactement. Donc lui, Jacques Pelletier, il utilise milliard pour 10 puissance 12. Donc on va dire que il a tranché le truc de Guillaume Budet. Sauf qu'à peu près à la même époque, donc là, on est fin 16e siècle, début 17e siècle, on commence à avoir des raisons de compter en milliards. Parce que c'est un petit peu comme avant avec millions, c'est que il faut avoir des raisons de compter jusque-là, à part quand tu fais de l'arithmétique. Ou de l'astronomie. Mais bon, les astronomes, ça court pas les rues non plus au XVIIe siècle. Sauf que donc, fin 16e, début 17e siècle, on a l'essor des compagnies des Indes orientales, dont on a déjà beaucoup parlé. Dont on a déjà dit tout le bien compensé. Voilà. Compagnies qui commencent à faire des milliards, en fait, de chiffre d'affaires. Pas encore de bénéfices, mais de chiffre d'affaires. Et donc, elles ont besoin d'un mot, elles aussi, pour parler de ça. Oui, forcément. Ben oui. En Hollande, ils vont prendre le mot milliard, pour dire 10 puissance 9, donc. Parce que ils font beaucoup de blé, mais ils font pas non plus 10 puissance 12 de blé. Et en France et en Italie, à peu près à la même époque, donc 17-18e siècle, on va prendre billion pour 10 puissance 9 et trillion pour 10 puissance 12. En fait, on va créer l'échelle courte, celle qui est utilisée maintenant aux États-Unis. D'accord. On va la créer parce qu'on a besoin de mots pour compter en milliards et que on a oublié Guillaume Budet et qu'on a billion et qu'on dit allez ok super, billion, prenons ça. Pourquoi est-ce que, tiens d'ailleurs, on s'est arrêté à millions et pourquoi on a fait des cubes de millions et de trucs comme ça? Parce que avant cette époque-là où on commence à faire beaucoup de business et on a besoin de savoir de 10 puissance 3 en 10 puissance 3, avant on utilise des abacs, des bouliers quoi, qui sont l'ancêtre de calculateurs. Voilà. Et sur les bouliers, généralement, dans les entiers, parce qu'il y a de temps en temps une ou deux colonnes pour les décimales, mais dans les entiers, ça va que jusqu'à 6. Donc on ne peut aller que jusqu'à 1 million. D'accord. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'un mot. Parce qu'on n'allait pas souvent jusqu'à la 6e colonne, donc on pouvait dire 1000 milliers, puis au bout d'un moment on s'est mis à le faire souvent, et puis on n'a pas agrandi les abacs, on a changé les mots. Ouais, c'est pas pratique d'avoir ton boulier qui est gigantesque. Ouais, un boulier avec 9 colonnes, ça commence à être relou, ou plus même. Bref, donc création de l'échelle courte, au XVIIIe siècle en France et en Italie. Il se trouve que les Français vont influencer les Américains au moment un petit peu avant la Révolution, mais ça va surtout prendre au moment de la Révolution américaine et donc au début du XIXe siècle. Et les Américains, donc influencés par les Français, vont adopter l'échelle courte. Donc l'échelle courte, je rappelle, billion, 10 puissance 9. Oui. Et les Anglais, qui font jamais rien comme tout le monde, et puis surtout qui veulent pas faire comme les Français, eux vont prendre milliards pour 10 puissance 9 et donc garder l'échelle longue, avec billion qui vaut 10 puissance 12. D'accord. Il se trouve que, donc là, on est au 19e siècle. En France, c'est là où le Nicolas Chuquet est publié, donc en 1880, mais on va garder l'échelle courte. On va appeler l'échelle longue l'échelle de Chuquet, et puis on va dire, allez, ça c'est pour ces cons d'anglais. Et puis, donc 19e siècle, révolution industrielle, on se met à beaucoup utiliser 10 puissance 9 parce qu'on se met quand même à faire beaucoup de blé. Surtout les Anglais. Pardon ? Surtout les Anglais, enfin, c'est les premiers. Quoi. Oui, c'est les premiers, mais en France aussi. Là, en 1880, par exemple, la révolution industrielle est lancée un petit peu partout. Aux États-Unis, en 1916, on a aussi le premier milliardaire. Un certain John Rockefeller. Oui, qu'on connaît un peu. Qu'on connaît un petit peu. Officiellement, c'est le premier milliardaire en dollars, en tout cas. Tu comptes pas les rois. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a un truc qui a changé au moment de la Révolution américaine et de la Révolution française et de la Révolution industrielle, c'est qu'on s'est mis à avoir des fortunes privées et une espèce de sacralisation de la propriété privée. Parce qu'avant ça, on a eu Mazarin, dont on a parlé, qui était très riche. On a eu la reine Élisabeth. Ton origine, il était pas milliardaire ? Il était millionnaire. Il était millionnaire ? Ouais, en sesterces.
En sesterces, alors dans l'Empire romain, on a des millionnaires. On a Sénèque, par exemple, qui a plus de 300 millions de sesterces. Mais ça Ouais, il est pas s'arrête loin. après. Il est pas loin du milliard. Et d'ailleurs, avec l'inflation, Sénèque, en fait, il est bien au-delà du milliard. Hein. Oui, Avec l'inflation, le Romain le plus riche, ça serait Auguste. Parce qu'en fait, il possède lui-même toute l'Égypte. ce qui est pratique. Ce qui est pratique, mais en fait, c'est même pas... Enfin, voilà, c'est des rois, donc ils possèdent pas vraiment. Oui, Là, voilà. Et puis c'est pas très liquide. Tu vois, le jour où tu as besoin d'argent pour acheter le pain et que tu dois vendre l'Égypte, ouais, pas pratique. non, ça déforme un porte-monnaie. Et donc là, fin 19e, début 20e, on a des fortunes privées, des hommes, un homme unique, Rockefeller, qui possède 1 milliard, qui va en posséder bien plus à la fin de sa vie, hein, mais donc en 1916, c'est son premier milliard. Et puis arrive la Première Guerre mondiale et ensuite la Deuxième, et là on commence à compter en millions de morts, en milliards de dollars ou de je ne sais quoi, de pertes, En milliards d'obus. de milliards d'obus, effectivement. Donc on utilise bien tous ces trucs, tout est bien ancré, l'échelle courte aux États-Unis et en France, l'échelle longue en Angleterre, bon, ok. Et puis 1948, 9e conférence générale des poids et mesures. Ah. Conférence qui a notamment avant institué le mètre, le kilo, etc., etc. Qui change la seconde. Voilà, qui de temps en temps dit que la seconde, c'est je ne sais plus combien de fractions de la fréquence de vibration de je ne sais quel atome, enfin bon, des trucs comme ça. C'est ça, et c'est dans ce genre de truc où on décide de changer le... Parce qu'avant, le mètre, c'était une unité qui était fixe, qui était indépendante, puisque c'était je sais plus quelle fraction de méridien. Ouais. Tandis que il me semble qu'aujourd'hui, le mètre, c'est pas une unité indépendante. Le mètre, c'est la seconde est fixée. On a fixé la vitesse de la lumière. Ah oui. Et donc, le mètre, c'est la distance qui est parcourue par la lumière en 1/300 millième de seconde. Ouais. C'est typiquement ce que fait la conférence générale des poids et mesures. Oui. Mais donc en 1948, la France propose que tout le monde se remette sur l'échelle longue. Parce qu'elle a redécouvert Chuquet, elle s'est dit « Oh mais c'est un Français qui a inventé ça, super !» Et donc elle va proposer ce truc-là. Et c'est comme ça que ça marche en général. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on voit bien, nous, comment on utilise nos courriels, nos courriels. Et que ça se transmet à tout le monde entier. Et que le monde entier parle de courriel. Bien sûr. En 1948, je sais pas, ils se sont sentis un petit peu pousser des ailes. Alors, c'est pas accepté tout de suite, hein, c'est pas non plus... ça déclenche pas un enthousiasme incroyable. En fait, les discussions vont durer jusqu'à la 11e conférence, qui se déroule en 1960, je crois. Tiens, j'ai pas noté la date. Donc 12 ans, 12-13 ans. Voilà. La 11e conférence qui va décider qu'en science, on va utiliser le système d'unité internationale. Et donc, pour parler de grand nombre, on va prendre des préfixes méga, giga, téra, péta, pour respectivement 10 puissance 6, 10 puissance 9, 10 puissance 12 et 10 puissance 15. Ça va jusqu'à 10 puissance beaucoup, je sais plus combien. Oui. Le système international, donc, qui lie les secondes au mètre, au kilo, etc., qui est utilisé en sciences. Et donc, la conférence des générales des poids et mesures rejette l'échelle longue. Donc, en 1961, la France adopte l'échelle longue. Parce que je sais pas pourquoi. Mais il l'appelle le système de Chuquet-Pelletier. Pelletier, c'était un des premiers qui avait utilisé milliard. En fait, l'échelle longue, selon le système de Chuquet-Pelletier, c'est 10 puissance 9 milliards, 10 puissance 12 billions, 10 puissance 15 billiards, 10 puissance 18 trillions, 10 puissance 21 trilliards, etc. En fait, ça change tous les 1000. D'accord. En alternant les suffixes ion et ya. Donc ça, on est en 61. Les Américains s'en foutent, gardent leur échelle courte parce qu'ils ont déjà des milliardaires et puis qu'en fait, ils s'en foutent. Mais l'Angleterre, qui se retrouve du coup à avoir la même échelle que la France, c'est pas la même que les États-Unis. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, va décider en 1974 de repasser à l'échelle courte. Mais on va garder les pounds et les inches. Oui, ça... Et on va... ça faut pas trop leur demander. Ouais, c'est ça. On va continuer à mesurer les trucs en terrain de football divisé par des sachets de thé. Voilà. Et en 1994, l'Italie, qui avait été à la création de l'échelle courte, on s'en souvient à la Renaissance, adopte elle aussi l'échelle longue. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la plupart des pays anglophones, plus le Brésil, utilisent l'échelle courte. En Europe, tous les pays européens, donc, sauf l'Angleterre, utilisent l'échelle longue. Tous les pays hispanophones en Amérique du Sud, notamment, utilisent l'échelle longue.
les pays francophones en Afrique, échelle longue, sauf l'Afrique du Nord, qui utilise, comme l'ex-bloc soviétique et le Moyen-Orient, un mix, D'accord. c'est-à-dire l'échelle courte, mais avec milliards quand même, et pas billions. Ok. Donc ils font millions, milliards, trillions. Pourquoi pas. Ok. Bon, et puis en Asie, en fait, traditionnellement, on groupe les zéros par 2 ou par 4, donc on s'en fout. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'au Japon, tu prends pas des bases 1000. Enfin, en fait, tu t'arrêtes pas à 1000. Tu as aussi un mot pour dire 10 000. Ouais, parce que traditionnellement, ça a commencé en Chine, puis ça a été adopté par la Corée et le Japon. Alors, dans l'histoire, hein, je referai pas le coup, mais ils groupaient les zéros par 2 ou par 4, et même plus loin, en Chine, il y a un idéogramme pour toutes les puissances de 10. D'accord. Jusqu'à 10 puissance 14, j'ai noté. Oui. Un peu comme en Inde, où ils avaient des mots pour tout ça. Ouais. Bon, mais on pourrait se dire que au-delà du billion et du milliard, en fait, on n'utilise pas beaucoup ces mots-là, et qu'on s'en fout un petit peu de comment on les appelle. Bah, c'est pas tout à fait vrai. Bah, on commence à compter en trillions, donc en milliards, Alors, trillion, c'est 10 puissance 12. Non, en billion. en billions. Oui. En billions pour la dette américaine, notamment. Ouais, Enfin, par et, exemple. et ce qui se passe en ce moment. C'est vrai, mais le commun des mortels ne s'inquiète pas trop de la dette américaine la plupart du temps. Mais en fait, au XXe siècle, avec les différentes crises d'inflation qu'il y a eu dans certains pays, bah, le commun des mortels a dû utiliser ce genre de mots. En Oui. Allemagne, en 1923, on a des billets de 1 billion de marques. Donc 10 puissance 12 marques. On a des timbres de 10 milliards de marques. En 1946, en Hongrie, on a des billets de 100 trillions de pengo. 10 puissance 20, hein, quand même. Pour aller acheter ton pain. Ouais, c'est pratique. Pratique. Bah, ceci dit, au moins, c'est que sur un seul billet, tu vois. Si les mecs avaient dû se trimballer 100 Ouais, une valise. trillions de billets d'un pengo Ouais, ou de pièces. ou de pièces, il aurait fallu... faudrait calculer, mais c'est un volume incroyable. En 1993, en Yougoslavie, on a des billets de 500 milliards de dinars. Et D'accord. même proche de nous, hein, en 2009, au Zimbabwe, on a des C'est ce que j'allais dire. J'avais en tête l'exemple du Zimbabwe. ouais, on a des billets de 100 billions de dollars. 10 puissance 14 dollars. Enfin, de dollars zimbabwéens. Oui, le dollar zimbabwéen, oui. Enfin bon, ça m'a fait marrer. Bon, en dehors du truc marrant sur les mecs qui changent d'échelle comme ça au cours de l'histoire parce que les Français et les Anglais peuvent pas s'entendre, j'ai trouvé important de parler de ça parce qu'il faut comprendre ces mots. Ça a un côté pratique de pouvoir nommer 10 puissance 9, 10 puissance 12, etc. Mais Ça trivialise un peu. voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça trivialise. C'est qu'on oublie combien ça vaut 1 milliard. Il y a plein d'infographies qui ont été faites sur la différence entre 1 milliard en terrain de football, en allumettes ou en je sais pas quoi. Je vais juste en citer une. En travaillant au salaire médian en France, qui est aux alentours de 1 700 € par mois, il faudrait travailler 46 580 ans sans rien dépenser pour accumuler 1 milliard. D'accord. Les milliardaires français, américains, etc., même Elon Musk, là, qui ont des fortunes qui varient énormément, sont en fait des fortunes un petit peu virtuelles, parce que c'est la valeur de leurs actions. Bon. Oui. Je ne sais pas à quel point ces milliardaires-là ont 1 milliard en cash, mais je pense que c'est possible pour eux d'avoir 1 milliard en cash sans mettre en péril leur entreprise ou leur portefeuille d'actions. Alors c'est possible, mais ça a peu d'intérêt. Oui, bien sûr. Tu vois, comme pour je sais pas, pour quelqu'un de plutôt moins milliardaire que ça, un peu plus comme nous, finalement, est-ce que ça t'as intérêt à avoir plus de 5 000 ou 10 000 euros sur ton compte courant? Non, 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 pas du tout. Non, mais il pourrait l'avoir. Donc, il pourrait faire un petit peu Oui. comme l'oncle Picsou et se faire une piscine de billets qui vaudrait 1 milliard. Là où, donc, pour 50% des Français, plus de 50% des Français, il faudrait travailler 46 000 ans pour obtenir autant d'argent. C'est des chiffres qui sont difficilement compréhensibles. Bon, et puis on peut Oui. quand même aller plus loin dans les grands chiffres incompréhensibles, hein. On a tous, enfin, on connaît peut-être l'histoire de Google, le mot Google. Mhm. Ça vient de Google, en fait, qui est la nièce de 9 ans d'un mathématicien, Edward Kastner, un Américain, qui en 1920 demande à sa nièce, tiens, comment t'appellerais un grand chiffre, un chiffre incommensurable? Et donc elle dit un Google, qui vaudrait donc 10 puissance 100. Sauf qu'en fait, 10 puissance 100 en échelle courte, c'est 10 duotrigintillions. Et en échelle longue, c'est 10 sexdéciliards.
Et Donc, en homéopathie, c'est... c'est 2. Donc ça existait déjà. Donc notre Edward Kastner Oui, a inventé le Googleplex, qui est un des plus grands nombres qui existent, qui est 10 à la puissance 10 à la puissance 100. C'est-à-dire 10, enfin 1 avec 10 puissance 100 zéro derrière. oui, ce qui est pas mal. Bah, ce qui est plus que le nombre Ça, d'atomes de l'univers, hein, qui est 10 puissance oui, c'est 90. un truc qu'on peut plus concevoir. Voilà, c'est ça. C'est plus du tout concevable. Et alors, je suis pas allé chercher parce que là, ça commence à aller trop loin, mais en mathématiques pures, il y a des moyens de décrire des nombres encore plus grands, mais qui du coup, ne représentent plus rien du tout, quoi. Si ça t'intéresse, Mhm. j'avoue, comme on n'est pas en face à face, j'ai pu mener ma petite enquête. Oui. Tu parlais du coffre-fort de Picsou. Ouais. Est-ce que tu sais quelle est la fortune de Picsou? Non. J'avais vu passer un article là-dessus et donc je l'ai vite retrouvé. Alors, d'après Karl Barks, donc le créateur de Picsou, Ouais. là je parle en français, hein. Mhm. Sa fortune, elle se monte à 5 milliards de quadrupli milliards, de décupli milliards, de multipli milliards, de fantasti milliards, de centrigiliards de dollars et 16 cents. Ok. Je suis pas sûr que ce soit des mots qui rentrent bien dans l'échelle longue et l'échelle courte, là, hein. Exactement. Mais Forbes a fait une étude qui commence à dater mais en 2010 Mhm. où ils ont estimé la fortune des personnages de fiction. Mhm. Par exemple, Bruce Wayne ou Tony Stark. Mhm. Et d'après eux, Picsou, c'est le personnage de fiction le plus riche au monde, Ah ouais. qui possède 44 milliards de dollars. Mais donc en cash. Alors ça, en fait, c'est la limite de l'étude, c'est qu'on connaît pas très bien, enfin, à part son coffre-fort, Oui. on connaît pas sa valeur en action. Non, mais déjà, son coffre-fort, on pourrait calculer le volume, Mais parce que c'est de l'or, en c'est fait. ça qu'ils ont fait. Ouais, d'accord. Il me semble que les 44 milliards, c'est son coffre-fort. Bah, donc c'est vrai, c'est 44 milliards en cash, donc c'est même pas un truc virtuel Oui, comme la fortune de Jeff Bezos ou de Bernard Arnault, quoi. Jeff Bezos qui doit avoir plus de 44 milliards, je pense. Ah oui, maintenant, ils sont... Alors, l'été dernier, il était à 150, il s'est fait dépasser par Bernard Arnault, qui est passé au-dessus de 100, hein, à un moment donné, hein. Ouais. Mais je crois que là, ils doivent être aux alentours de 80-90 et ils se tirent la bourre un petit peu. Voilà, donc ils pourraient, eux, avoir 2 coffres-forts comme Picsou. Ouais. Si, ils revendaient tout. Enfin, ouais, on dit que c'est virtuel, mais Bernard Arnault, par exemple, il prend 500 millions d'euros de dividendes par an, hein, quand même. Oui. Donc, du cash, il doit en avoir un peu, quoi. Ouais, il est pas trop gêné quand il doit prendre l'avion. Non, ça va, ça va. Je pense qu'il peut acheter une compagnie aérienne, en fait. Oui, Sauf que c'est pas rentable, donc il le fait pas. c'est ça. Parce qu'il est pas Parce con. que c'est ça aussi, d'être riche, c'est pas dépenser son argent. Voilà. On va regarder les grandes fortunes et puis même c'est toujours marrant d'interroger son langage, je trouve. Bah Merci ouais. beaucoup. Et de voir comment les mots sont construits. C'est marrant avec million, d'ailleurs, parce que le suffixe on, donc ça veut dire gros, mais Oui, ça peut vouloir dire mignon aussi. Comme ben oui, dans... c'est ce que j'allais dire. Ça fait un peu, tu vois, un chaton, c'est pas un gros chat. Non, mais parce que le suffixe on peut être augmentatif ou diminutif. Je suis allé chercher un petit peu. Comme ça, au feeling. Bah, un peu au feeling, ouais. Donc, dans chaton, ourson, c'est diminutif, mais dans salon, par exemple, parce qu'un salon, c'est une grande salle, c'est D'accord. augmentatif ou dans million. Ou dans couillon. Alors, dans couillon, est-ce que c'est augmentatif ou diminutif? Ben, j'ai tendance à penser que c'est une grande couille, quoi. Ouais, peut-être. Je sais pas ce Je qui est le pense. plus Enfin, insultant, en fait, d'avoir des grosses couilles et des petites. je sais pas. Écoutez, si vous avez la réponse à cette interrogation majeure, Envoyez-le nous. euh, envoyez-la Contactez-nous. nous. Voilà, laissez-nous des commentaires, expliquez-nous comment vous voyez le mot couillon, comment vous percevez aussi nos épisodes, hein, parce que ça nous fait toujours du bien de se remettre en question et d'essayer de s'améliorer. En attendant, on s'approche de la fin du confinement en France, A priori. a priori, sauf retournement de situation, et donc on pourra bientôt se reparler. Waouh, en face à face, ça va être incroyable. Cela dit, ce n'est pas une raison pour ne pas prendre soin de vous, de faire attention à vos proches, porter des masques à l'extérieur, des trucs comme ça, lavez-vous les mains, et puis continuez à vous cultiver. C'est ça, à la prochaine fois. À la prochaine fois!